Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être venus pour cette conférence de l'Institut que je préside. J'ai le plaisir de présider. Merci à ceux qui sont là et ceux qui sont à distance et qui nous suivent. Il y a une traduction d'ailleurs simultanée pour ceux qui veulent l'entendre en anglais. Donc, je vous remercie tous, ceux qui sont de l'interne de Veolia, ceux qui sont d'externe, quelques-uns de nos auteurs également, des membres éminents de nos Critical Friends, Armand et Patrick, qui nous aiguillonnent justement beaucoup sur l'innovation. Donc, cette conférence accompagne la sortie du dernier numéro de la revue de l'Institut Facts, que vous connaissez, que vous trouverez en haut en français et en anglais et qui sera disponible sur notre site. Voilà, et qui, par 20 contributions que vous expliquera dans une seconde Nicolas, qui a supervisé et beaucoup travaillé sur ce numéro, essayait de capter des grands enjeux de l'innovation au service de la transformation écologique qui intéresse bien évidemment Veolia, mais pas seulement. Et qui nécessite un écosystème plus large, plus varié, plus coopératif. Donc voilà, je vais passer la parole donc à Nicolas, qui est donc le directeur de l'Institut. Comment a été bâti ce numéro? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est l'angle? Pendant 10 minutes. Et ensuite, je vous présenterai nos intervenantes. Vous avez vu, c'est un panel exclusivement féminin cette fois-ci. Les femmes seraient-elles plus innovantes? Je ne sais pas, mais ça s'est fait comme ça. On est très contente. Et je passe quand même. On a un homme sur scène. Nicolas, la parole est à toi. Vous m'entendez ? Merci Diana, lourde responsabilité que d'être le seul homme intervenant sur ce panel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors c'est une conférence sur le sujet relativement classique, celui de l'innovation que l'Institut vous invite aujourd'hui, mais prise sous un angle particulier, celui de l'innovation au service de la transformation écologique. Être innovant ou ne pas être innovant ou ne plus être, c'est la loi des reins du monde moderne, ou plutôt une des lois des reins de notre monde aujourd'hui, l'impératif d'innover, qui est à la fois une culture, une obligation éthique, et puis une condition de survie tout simplement des entreprises. L'innovation, nous le savons, affiche de nombreux visages. Innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation verte, innovation ouverte, innovation propre, innovation économique, sociale, etc. Quoi qu'il en soit, son flot incessant recompose sans cesse les activités humaines. Et de nombreux succès sont à la clé. Pour n'en citer que quelques-uns, la division par près de 3 en 30 ans des émissions carbonées des avions rapportées aux voyageurs kilomètres, l'apparition d'usines zéro rejet liquide, mais aussi zéro prélèvement, grâce au recyclage des eaux usées, les systèmes de récupération des calories des eaux usées ou des data centers qui se multiplient pour récupérer l'énergie fatale, et puis là, par exemple l'agriculture hydroponique ou aéroponique. Cela étant, l'innovation, même lorsqu'elle est verte, possède ses angles morts, elle est frappée du sceau de l'ambivalence. Longtemps, elle accordait la priorité, voire l'exclusivité, aux solutions à bas carbone, délaissant de côté ou bien les reléguant loin dans les priorités d'autres enjeux majeurs pour la planète, ne serait-ce que l'érosion de la biodiversité, ou bien l'artificialisation des sols, ou bien la raréfaction des ressources naturelles. Si l'on observe par exemple au niveau mondial un décrochage entre les émissions carbonées et le PIB, il n'en est rien pour les consommations de matières premières. Et puis trop souvent, l'innovation ne fait que transférer des pollutions à d'autres secteurs. On ne prend pas en compte les effets d'échelle. Par exemple, quel sera l'impact des véhicules électriques lorsqu'il en circulera 1 milliard sur la planète? Ces insuffisances, ces biais, ces limites de l'innovation ne doivent pas nous faire baisser les bras, parce qu'une innovation n'est jamais mature lorsqu'elle naît. Elle doit évoluer. Et par contre, l'innovation aujourd'hui doit changer, parce que le monde a changé. Elle ne peut plus, en particulier, négliger ses effets secondaires, des effets secondaires qui ne sont plus du tout secondaires, dès lors que l'innovation est généralisée à la terre entière. D'où la nécessité, pour reprendre une expression de l'Académie des technologies, d'un discernement technologique, afin de promouvoir non pas les low-tech ou les high-tech ou les frugal-tech, mais les right-tech.
Quels sont alors les critères de ce discernement technologique? Comment reconnaître une innovation qui soit pleinement compatible avec la transformation écologique? Je voudrais souligner quelques points. Le premier, c'est une innovation, autant qu'on puisse le savoir à l'avance, mais ce qui est difficile, dont l'impact positif n'est pas, j'allais dire, effacé par l'effet rebond. C'est une innovation qui ne déplace pas les pollutions ou qui ne les transfère pas dans le temps. C'est une innovation qui n'est pas partielle dans son bilan écologique, une innovation qui procure des solutions accessibles à tous. Il ne suffit pas de créer des solutions, il faut aussi qu'elles soient acceptées, y compris par les populations à faible revenu. C'est une innovation aussi qui, dans un certain nombre de cas, doit pouvoir être rapidement mise en œuvre. Face à l'urgence climatique, nous ne devons plus uniquement raisonner en termes de coût-efficacité, mais de rapidité-efficacité, ou à tout le moins de rapidité, coût et efficacité. Et puis c'est aussi très souvent une innovation hybride qui combine des avancées technologiques, sociales, économiques, sociétales. À technologie constante, nous n'arriverons pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre, nous n'arriverons pas à freiner l'érosion de la biodiversité, nous n'arriverons pas à j'allais dire, lutter efficacement contre la raréfaction des ressources, mais à organisation constante non plus et à comportement constant non plus. Les solutions qui sont basées uniquement sur l'efficacité ne suffisent pas, il faut aussi adapter les structures de nos économies, il faut aussi modifier nos comportements. C'est pourquoi la transformation écologique a besoin de nouvelles idées, de nouvelles technologies, mais aussi de nouveaux modèles économiques, de nouveaux comportements, de nouvelles organisations. Elle a aussi besoin de nouveaux leaders engagés pour la porter et la mener à terme. Alors, comment favoriser une innovation qui soit au service de la transformation écologique? Comment améliorer l'innovation? C'est ce qu'explore le nouveau numéro de la revue Fax, que vous pourrez trouver à la sortie de cette conférence et puis qui est téléchargeable sur le site de l'Institut. Il conjugue des approches transversales et puis aussi des études de terrain, aussi bien dans des pays émergents que dans des pays développés. Il aborde des sujets variés tels que les effets d'échelle à venir en cas de diffusion massive des technologies ou bien les dissidences créatrices et le droit à l'erreur. Si la nature innove si brillamment, c'est parce qu'elle n'est pas bridée par le droit à l'erreur, parce qu'elle ne craint pas l'erreur. Et puis, ou d'autres thèmes comme la vallée de la mort de l'innovation, cette phase critique d'industrialisation de l'innovation au cours de laquelle les aides diminuent, les risques s'accroissent et puis les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité de leurs projets. Il faut aussi souligner, d'autres thèmes sont abordés comme par exemple la nécessité de mettre en place des écosystèmes propices à l'éclosion, à la protection et à la diffusion de l'innovation. C'est un point important car si le cycle de l'innovation technologique, par exemple, est de 5 ans, c'est ce que rappelle, le cycle d'adoption et de diffusion pour les technologies poussées peut être de 25 ans, c'est ce que rappelait récemment le directeur général de Dassault Systèmes. Le numéro que vous trouverez a été conçu avec l'aide de la société Kite Insight, qui est une société de conseil basée à Londres, et il rassemble des articles, des expériences de terrain, de contributeurs variés, d'universités ou de grandes écoles, l'école des mines ParisTech avec Armand Hatchuel qui est là et que je remercie. Je vous invite à lire son très intéressant article sur les métamorphoses de l'innovation. Haute université, celle du management de Singapour ou bien l'université de Nehru de New Delhi. Des centres de recherche appliqués comme le campus de la transition, des organisations multilatérales comme le PNUD ou l'OCDE, des startups ou des organismes qui soutiennent des startups comme Imagine H2O, des réseaux de villes comme Net Zero City ou bien des pouvoirs publics comme la préfecture du département Seine-Saint-Denis, des acteurs associatifs comme la Fédération Envie que beaucoup d'entre vous connaissent, pionniers du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, des investisseurs comme Circulate Capital et puis des sociétés comme Veolia. Je remercie Catherine d'être là, ou bien Seedling Transition, qui est spécialisée dans l'économie circulaire. Voilà, notre conférence réunit des spécialistes de très haut niveau, que je remercie chaleureusement d'être là, et puis je passe la parole à Daina qui va animer cette conférence. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, donc, on a vu l'innovation est essentielle. Elle n'est pas que technologique, Patrick. Elle est donc sociale, elle est culturelle. Il y a des articles sur tout ça, comme vous l'a dit Nicolas. Et donc, nous avons invité 3 personnes qui contribuent différemment à l'innovation, à cette création du monde de demain où l'innovation innove, s'améliore, s'étend.
Et donc, je vais vous les présenter rapidement avant de leur poser des questions. Alors, nous avons d'abord Pilar, on va commencer avec vous, chercheur et professeur au département Management, Innovation et Entrepreneuriat de l'École Polytechnique, école que nous connaissons bien, hein, qui nous est chère. Elle est docteure en management de l'ESCP Europe. Elle est colombienne, on a un panel féminin et international. Donc, on va parler un peu de la France, mais après, si vous avez des questions sur comment la France se compare, nos interlocutrices pourront également en parler. Et donc, sa recherche porte vraiment sur la RSE, la responsabilité sociale, le développement durable, et comment l'intégrer dans les cursus pour que, justement, les étudiants pensent autrement, n'apprennent pas les mêmes choses, apprennent différemment et incluent cette dimension essentielle de la transformation écologique dans leur cursus facultatif, obligatoire, dans quelle mesure. Elle va nous en parler. Ensuite, à ma droite, donc, on a Teodora Ene, donc roumaine de départ, mais donc de culture française aussi, et donc qui représente ici la BPI et le financement de l'innovation des start-up tech venus d'un monde du risque, hein, consultant dans des institutions financières, dans des grandes banques, sur la dimension risque, qui s'est passionné de plus en plus pour l'écosystème des start-up, des PME innovantes, tech, mais pas que, et qui aujourd'hui, dans BPI France, accompagne ces startups et les fonds d'investissement de la BPI et les fonds des fonds de la BPI, pas seulement en France, mais aussi à l'international. Et voilà, donc c'est quoi cet écosystème des startups et comment les finance? Est-ce que les financements ont changé? Voilà une autre dimension. Et puis, qui mieux pour nous parler de l'innovation aussi que chez Veolia, en tous les cas, de la directrice de l'innovation, Catherine Ricou, que je remercie aussi beaucoup, avec qui on a pas mal parlé de ce numéro. Et donc là, qui a une longue expérience à la fois opérationnelle dans les services à l'environnement, dans l'eau, les déchets, l'énergie, en France et ailleurs, et qui aujourd'hui donc dirige l'innovation dans la direction stratégie et innovation de Veolia. Voilà, qu'est-ce que c'est le rôle d'un grand groupe? Comment on peut innover? Parce qu'il y en a qui pensent que déjà, si on est un grand groupe, on ne peut pas innover. Parce qu'on est bon. On veut dire on est innové depuis 170 ans, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Il faut d'autres qualités, d'autres cultures, d'autres process. Donc c'est Catherine qui est en charge de ça et qui va nous parler de ça. Et donc, merci mesdames d'avoir accepté cette invitation. Première question, je vais vous demander quel rôle joue l'innovation dans la transformation écologique pour vous et dans vos institutions. Pourquoi il faut innover? Est-ce qu'on ne peut pas juste améliorer un peu ce qu'on a? Et qu'est-ce que c'est que l'innovation dans vos domaines respectifs? Et je vais commencer par vous, parce qu'au début, et l'éducation, si vous voulez bien, Pilar, je veux dire, pourquoi l'innovation aujourd'hui est au cœur des enjeux et comment vous prenez ça en compte dans une grande école comme Polytechnique? C'est bon. Bonjour. C'est bon. Oui. Merci beaucoup d'abord pour cette... Ah, ça marche pas. Là, c'est OK. Merci beaucoup. Ravie d'être ici pour parler de ce qu'on fait, en effet, à l'École Polytechnique en termes de transformation de notre pédagogie pour pouvoir être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux, évidemment. Un peu plus près. Oui. C'est bien. Alors, ça fait quelques années qu'on travaille pour intégrer de façon plus explicite et plus complète le développement durable au sein de nos cursus. Et cela dans tous les cursus. Alors, on a des masters qui sont spécialisés en matière écologique, c'est-à-dire on a des masters en climat, en énergie, qui donc de par nature s'intéressent vraiment à cette question. Mais on a des cursus, les cursus plus classiques ou traditionnels, dans lesquels on n'avait pas forcément cette idée de développement durable
frontale. C'est-à-dire, on a des cours, nos chercheurs ou les chercheurs au sein de l'école s'intéressent vraiment aux questions de climat, d'énergie, donc ça a été intégré. Mais aujourd'hui, on a quand même depuis quelques années une réflexion plus intégrale au sein de l'école, avec aussi la création d'un service développement durable au sein de l'école qui travaille tant sur l'articulation au niveau du campus que sur l'articulation au niveau de différents programmes pour intégrer cette question de développement durable dans tous les parcours. Donc, on a créé des options pour les élèves initialement, c'est-à-dire on a commencé progressivement pour intégrer ça de façon volontaire avec la création par exemple d'un certificat développement durable qui permettait aux élèves intéressés de choisir des cours qui pouvaient être labellisés développement durable avec différents angles, soit l'innovation pour le développement durable, un cours que j'enseigne par exemple, soit des cours sur l'innovation responsable, soit des cours sur le climat, donc vraiment sur la physique du climat ou sur la mécanique ou sur des aspects plus techniques liés au développement durable ou à l'énergie. Et progressivement, on a construit ce certificat qui permet aux élèves d'avoir sur plusieurs angles cette approche développement durable. Dans le même esprit, on a des parcours qui permettent aux élèves de s'orienter. Donc, on a un parcours d'approfondissement sciences et défis pour l'environnement, mais aussi on a un parcours énergie et on a d'autres parcours évidemment qui sont moins axés développement durable, mais qui peuvent intégrer certains cours. Et puis, je pense que c'est très important de souligner que depuis 3 ou 4 ans, on fait des séminaires pour tous les cursus autour du développement durable, avec, on y reviendra peut-être plus tard, sur des pédagogies magistrales, mais aussi plus innovantes, autour de la question du développement durable pour accompagner ces élèves dans la réflexion et dès le début, dès leur arrivée à l'école, leur présenter le développement durable comme un enjeu important. C'est des choses facultatives ou obligatoires ? Les séminaires, c'est obligatoire. C'est des choses qui sont obligatoires, qui commencent à être de plus en plus intégrées dans tous les cursus. Et il y a une activité, il y a un chantier que je voudrais souligner qui nous occupe depuis plus d'une année. C'est la construction d'un cours vraiment interdisciplinaire pour le développement durable, ce qui est vraiment... ça paraît très logique de le faire, mais dans les faits, c'est très compliqué de unir les différentes disciplines qui sont au sein de l'école pour travailler sur un programme, un cours obligatoire qui permette d'aborder la question du développement durable d'une façon assez profonde, mais en même temps assez facile d'aborder par les différentes disciplines pour des élèves qui vont arriver à l'école. Donc, à partir de septembre, on aura ce cours obligatoire développement durable qui va combiner des pédagogies plus traditionnelles, magistrales, avec des pédagogies plus projets, expérientielles, qui permettront aux élèves justement d'aborder la question de développement durable sous différents angles. Par exemple, c'est quoi une formation expérientielle ? Ok, donc... on va avoir donc une série de conférences magistrales sur les différentes thématiques et après, les élèves pourront aller voir dans des modules différents angles. Donc, on va avoir un module qui va s'intéresser plus à la prospective. Donc, ils vont réfléchir au transport et dans le futur, faire des études de cas ou travailler sur des simulations, mais vraiment dans une approche testée. Tester, pas juste, donc être plus actifs dans leur disposition à la réflexion autour du développement durable. Ok, ben c'est intéressant. On va suivre de près la naissance de ce cours interdisciplinaire obligatoire parce que c'est quand même, oui, ça a l'air d'être un grand pas en avant, pas facile. Il a fallu 1 an, mais là, ça aboutit. Ok, bravo. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup, Pilar. Regardons maintenant du côté financier. Parce que, donc, évidemment, la transformation ne se fera pas
sans financement de ces innovations. Et donc on entend finance verte sous plein de formes, et en même temps on lit oui, mais la finance en parle beaucoup, mais elle n'est pas au rendez-vous, de petitement, et que c'est pas mal de greenwashing là aussi. Et donc la BPI, ça fait partie de sa mission, si j'ai bien compris, de financer le développement économique, mais aussi avec un axe environnemental, social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment la BPI innove en la matière, ou essaye, et contribue d'ailleurs à développer cet écosystème innovant par ses propres financements? Théodora. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir d'être aujourd'hui dans cette salle-là avec une entreprise, un des leaders mondiaux sur tous les sujets, en fait, parce que c'est ça qui est unique dans votre entreprise, c'est que vous êtes sur quasi tous les pans de la transition énergétique et environnementale. Donc, nous, BPI France, on s'est autoproclamé il y a quelques années Banque du climat. Et donc, ça nous donne à la fois une ambition d'accompagnement des entreprises, donc ce qui est notre métier principal, et puis derrière, énormément de responsabilités. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on entend toutes sortes de concepts, finance verte, transition via des green bonds, fonds socialement et environnementaux responsables. Il y a toutes sortes de concepts dans la finance qui se sont développés avec des réalités différentes, je dirais, dans le niveau d'ambition, d'affichage et puis dans la réalité des produits. N'empêche que c'est quand même un mouvement de fond et que ça va devenir de plus en plus indispensable. Et donc là, pour vous donner un peu le regard que tout financier porte sur ces sujets-là, il est double. À la fois, on regarde un bon financier qui passe leur temps à mesurer le risque, ça comme une menace vis-à-vis de nos bilans, parce que nous sommes financeurs donc, de ces entreprises-là qui elles-mêmes sont menacées ou soumises à de risques physiques, parce que leur siège est implémenté, par exemple, dans une région qui manque d'eau ou soumise à des inondations. Donc ça, c'est plutôt un aspect risque physique. Et après, on regarde ça sous un aspect risque de transition, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ne seraient pas au rendez-vous compte tenu des nouvelles normes CSRD notamment. Du coup, et on estime qu'elles prennent de facto un risque financier qui pèse de plus en plus lourdement sur nos bilans. Donc ça, c'est l'œil risque. Et évidemment, en face, il y a la partie opportunité. Il y a cet engouement de plus en plus tangible, en tout cas en Europe, pour la transition énergétique et environnementale, produit de facto des opportunités pour des entreprises qui seront au rendez-vous, soit parce qu'elles auraient fait la transition, soit parce qu'elles seront elles-mêmes des offreurs de solutions pour cette transition. Et donc, tout ça vient accompagné par des produits qui leur sont dédiés. Et nous classons l'ensemble des entreprises, et généralement les financiers les classent en 3 catégories: des secteurs et des entreprises qu'on ne souhaite plus financer. Et là, chaque institution financière a sa doctrine. Par exemple, il y en a qui ont décidé de sortir à 100% de l'industrie pétrolière ou minière. Donc, on va éviter de facto des secteurs et des entreprises. On va les classer en enablers, tous ceux qui facilitent la transition. Par exemple, je suis une entreprise qui produit du biofuel. De facto, j'apporte une solution au secteur de l'aviation. Pareil, je peux produire des purificateurs d'air, ainsi de suite. Donc, ou les fameuses batteries dont on parle beaucoup avec plusieurs technologies. Donc tout ça, ça va être classé dans une catégorie enablers qui vont avoir des taux de prêt parfois bonifiés ou des produits qui leur sont exclusivement dédiés. Et la troisième catégorie qu'on appelle la catégorie des grey to green ou brown to green, la sémantique est légèrement différente là-dessus, c'est-à-dire les entreprises lambda qui doivent faire leur transition, soit d'outils de production, soit de mise aux normes généralement parce qu'elles sont soumises à la CSRD, soit directement parce qu'elles ont la taille, soit indirectement parce que les grands donneurs d'ordre, dans le cadre de leur scope 3 que vous connaissez par cœur, j'imagine, vont mettre la pression, y compris sur leurs fournisseurs.
Donc voilà, le regard du financier, il est double, risque-opportunité, 3 catégories de façon très macro. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, BPI France, là-dedans? Donc, on a mobilisé depuis 2019 sur 4 ans 40 milliards d'euros dédiés à cette transition, à la fois pour les enablers et à la fois pour les sociétés classiques qui doivent devenir de plus en plus green. Donc, ces fonds sont partagés avec la Banque des Territoires et donc la volonté à la fois de BPI France et de la Banque des Territoires, c'est d'accompagner les territoires et les entreprises dans cette transition. À cela se rajoute le dispositif France 2030 qui, lui, vient avec une enveloppe de 54 milliards sur 5 ans de déploiement. On est à peu près, je dirais, à quasi la moitié ou un bon tiers et demi de déploiement de ces fonds-là. Et dans les ambitions de France 2030, il y a énormément de choses même qui sont liées à la transition environnementale et énergétique. Donc, on va retrouver la partie énergie, on va retrouver la partie captation carbone ou usage nouveau qui en résulte, on va retrouver les batteries, on va retrouver l'eau. Et donc, BPI France est opérateur avec l'ADEME de déploiement de ce plan France 2030 et donc récupère les appels d'offres des candidats qui peuvent être de tout type, des PME, des startups, mais aussi des grands groupes, mais aussi des centres de recherche. Donc, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est on sort d'une logique de typologie, affectation des prêts et des financements et des investissements par typologie d'acteurs, et on va plutôt rentrer dans une logique de consortium de plusieurs formes d'acteurs qui s'associent pour apporter des solutions à la transition. Parce qu'il y a une chose qui est quand même importante à souligner, c'est qu'on peut avoir des innovations qui sont disruptives ou incrémentales, mais ces innovations doivent s'inscrire pour la plupart, et 95%, dans des chaînes de valeur qui sont déjà intégrées. Et ces chaînes de valeur qui sont complexes, notamment pour ces sujets-là, de facto ont des grands donneurs d'ordre et des grandes entreprises. Et donc, je pense qu'un des rôles des grandes entreprises est d'accompagner, d'intégrer ces solutions-là et de les accompagner dans des chaînes de valeur qu'ils maîtrisent, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Suffit pas d'avoir des bonnes idées et créer une start-up. Malheureusement, c'est pas si simple et encore moins pour la transition énergétique et environnementale. Merci beaucoup. Là, c'est une transition toute trouvée pour Catherine. Mais juste avant de quel rôle les grands groupes comme Veolia jouent dans l'écosystème des startups, juste pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises qui viennent chercher un financement passe par une dimension de risque, d'analyse de risque environnementale, de transformation écologique, parce qu'il y en a des startups que vous financez, c'est directement leur métier, mais d'autres qui viennent pas tellement pour ça. Et du coup, vous leur imposez un screening de vous êtes là, vous n'êtes pas là, et il faut maintenant que vous améliorez cette chose-là, sinon vous êtes un risque pour nous. Alors, c'est une bonne question et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas les institutions financières sont plutôt discrètes d'un point de vue communication publique sur ces sujets-là, mais la réalité, c'est que oui, toutes les institutions financières se sont dotées dans leur rubrique gestion de risque de la partie gestion des risques climatiques. Donc, c'est une pratique, par exemple, que les assureurs avaient depuis des années et qui était plutôt, on va dire, timide dans le monde banquier. Donc oui, c'est de plus en plus une réalité. Les banques se sont dotées de modèles de notation. Donc de la même façon qu'on note une entreprise sur ses critères financiers à partir de leur bilan, de leur chiffre d'affaires, de leur compte de résultats, c'est ce qu'on fait depuis des années. On a rajouté à cela des critères extra-financiers. Et la dimension climatique, environnement en tout cas, elle en fait partie. Et donc, ce n'est pas le cas dans l'immédiat, mais je pense à court moyen terme, on aura des refus de crédit bancaire parce que du coup, on estime soit que l'activité est soumise à un risque climatique que nous, banques, on ne peut pas gérer,
soit que l'entreprise n'a pas fait les bons choix stratégiques. BPI France, là, en quoi c'est un peu... Ça, c'est valable pour toutes les institutions financières. D'ailleurs, c'est très intéressant. La BCE a fait une déclaration très claire là-dessus il y a quelques semaines en disant toute entreprise qui ne fera pas la preuve de l'intégration de ces risques climatiques ne pourra plus être financée parce que la BCE ne acceptera plus un collatéral et donc son collatéral et donc financer cette entreprise. Donc ça veut dire que les banques seront de plus en plus drastiques là-dessus. Ça viendra peut-être pénaliser la note globale qui tiendra compte des critères financiers. Là où c'est un peu différent chez BPI France, c'est qu'on fait du porte-à-porte pour sensibiliser les entreprises françaises, parce que c'est notre cœur de métier, sur ces sujets-là et les accompagner dans leur transition avec des diagnostics, avec des produits financiers. Notre conviction, c'est que la transition doit être inclusive et que donc du coup, personne ne doit rester sur le bord de la route et d'où cette ambition de les accompagner. D'accord, très bien. Donc, dimension innovation sociale, peut-être qu'on reviendra dessus. Mais donc, voilà, les startups, elles peuvent être financées. Les startups qui ont des bonnes idées d'innovation, est-ce qu'elles trouvent dans un grand groupe comme Veolia un terreau sur lequel se brancher? Mais avant ça, c'est aussi un grand groupe comme Veolia qui fait la trace dans ses métiers depuis 170 ans. C'est que ça marche bien. Est-ce qu'il faut vraiment... Pourquoi il faut innover ? Merci Daina pour cette question. Je pense, du coup, je ferai le lien avec ce que vient de dire Théodora, parce que le couperet de la finance, en fait, aussi est là, et on voit bien que il faut continuer pour la transformation écologique. Il faut absolument continuer à innover et accélérer, parce qu'on est dans un vrai changement de modèle. Et donc même, ça peut paraître encore une fois enfoncer une porte ouverte de le redire, mais l'innovation, on va devoir accélérer ces changements de modèle. Je pense que pour moi, c'est vraiment le rôle de l'innovation dans la transfo écologique. Et dans les changements de modèle, donc il y en a un très classique qu'on connaît bien chez Veolia, effectivement, parce qu'on opère ces métiers-là depuis longtemps, c'est le passage on va dire, du volume à la valeur. Donc, dans un contexte de complexité sur la ressource en eau, il faut qu'on fasse évoluer nos modèles, parce que demain, on ne peut plus effectivement pousser, entre guillemets, la question du volume. On le voit d'ailleurs dans la ville de Paris, un acteur du domaine de l'énergie, donc Engie pour ne pas le nommer, sa campagne de publicité, c'est consommer moins. Alors qu'en fait, on a tous nos modèles aujourd'hui qui sont encore sur des questions de volume. Donc ce sujet-là, effectivement, Veolia le pousse sur un changement de modèle. Et ça, c'est un sujet qu'on connaît, sur lequel, effectivement, je pense que, comme tu disais, on fait la trace. Il y a d'autres sujets sur lesquels on fait la trace qui sont assez nouveaux pour beaucoup d'acteurs. C'est, par exemple, le changement de modèle sur les assets carbonés ou décarbonés. Ce n'est pas le même service rendu quand on opère un site d'un client qui est décarboné ou quand on opère le site d'un client qui est complètement carboné et qui demain va rentrer dans la catégorie de Théodora des personnes blacklistées sur du financement. Et donc là, notre rôle et le business model qu'on doit trouver, c'est comment on accompagne effectivement toute la décarbonation de ces assets. C'est pas du tout les mêmes mécanismes. Ils sont amenés à payer des taxes. C'est vraiment pas le même modèle. Donc comment on les accompagne, c'est un vrai sujet d'innovation. Et je pense que là, on rentre nous sans doute dans la catégorie des enablers, tu nous confirmeras Théodora, mais où quand on parle du scope 4 et de toutes nos solutions innovantes pour accompagner la décarbonation de ses clients, on est vraiment un acteur qui est légitime sur ces nouveaux modèles. Mais on a encore besoin de les travailler, parce que le business model des assets carbonés qui doivent passer en décarboné, c'est des choses sur lesquelles notre modèle contractuel et toutes les idées qu'on peut apporter sont encore, à mon avis, à construire. Un autre changement de paradigme en fait sur la transfo écologique pour lesquels l'innovation doit vraiment travailler, c'est l'acceptation sociale. Bien sûr, on dit tous que l'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Maintenant, l'acceptation sociale de ce deuxième cycle de l'eau, entre guillemets, n'est pas encore là. On a les technos, donc là, c'est plus une question de deep tech, mais c'est une question d'acceptation sociale, c'est une question d'inclusion, parce qu'on a des questions sur l'affordability, enfin la capacité effectivement à financer ces ressources pour des collectivités, notamment de taille plus petite. Donc comment on accompagne en innovation ces sujets-là? Ça, c'est un acteur qui est clé. Et puis, il y a effectivement un autre sujet, c'est la question de problème de ressources.
Donc nous, on a des modèles qui sont tournés là-dessus, mais c'est finalement certaines de nos innovations sont peut-être caduques parce que si elles consomment trop d'énergie, si elles consomment trop d'eau, si elles consomment trop de matière, on va se rendre compte qu'en fait, ce ne sont plus les bonnes innovations. Et quand on a du temps long dans l'innovation, parce qu'on a des business models qui seront rentables au bout de plusieurs années, il faut faire très attention de ne pas se faire disrupter sur la valeur de nos innovations. Et ça, c'est un vrai sujet qui est compliqué à gérer dans le processus innovation. Et donc, pour revenir sur les startups, sur comment on travaille avec ces startups, et je sais qu'on en reparlera aussi plus loin, je pense que nous, Veolia, notre responsabilité et notre avantage, on a un terrain de jeu qui est absolument énorme. On a une capacité d'expérimentation de la vraie vie, en fait, et de l'acceptation et de l'adhésion de ces technologies, finalement, au monde réel. L'eau, l'énergie, les déchets, la décarbo, la dépollution, la régénération des ressources. On doit faire des démonstrateurs pour expérimenter et pour voir si on se retrouve, comme disait Nicolas en introduction, à un moment donné dans cette vallée de la mort où on a plus de doutes, plus de risques, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Et est-ce que vraiment c'est une innovation qui sera à un moment donné rentable, qui va trouver sa place et qui pourra être déployée largement? Donc il faut qu'on expérimente. On a ce terrain de jeu. Il faut qu'on pousse vers des nouveaux modèles. Et il faut vraiment regarder long terme et comprendre tous les risques. Et je ne suis pas du tout étonnée que Théodora vienne du risque, parce qu'en fait, en innovation, il y a beaucoup d'inconnus. Et comment on a modélisé tout ça pour prendre les bonnes décisions. Donc nous, oui, je pense qu'on sait, on sait expérimenter. Maintenant, on a encore plein de choses qu'il faut qu'on arrive à craquer avec ce monde des startups qui a pas on n'est pas sur les mêmes niveaux d'agilité, on n'est pas sur le même pas de temps, on n'a pas le même regard sur les risques. Et je sais qu'on en parle plus loin, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à s'accompagner nous-mêmes et les accompagner sur ce chemin de l'innovation. Merci, très intéressant. Effectivement, ça nous amène la gestion de l'incertitude, la capacité à expérimenter, la capacité à essayer quelque chose de nouveau. Et puis, ce que tu disais, c'est qu'on a des innovations qui étaient innovantes, mais maintenant, si ça se trouve, elles ne le sont plus. Et donc, il faut être capable de défaire, je ne sais pas, d'arrêter, de faire un certain nombre de choses qu'on faisait. Donc ma question, c'est, donc on sait que ce changement et le fait d'aller, je ne sais pas si Emmanuel Aoustin qui a écrit un article là-dessus est là, vers le leadership régénératif de nos organisations, ça passe aussi par un changement d'état d'esprit, de comportement, de pratique, de coopération, etc. Comment, j'ai envie de vous demander, comment vos institutions diverses encouragent ce changement de comportement, d'attitude, et c'est lesquels les bons comportements, les bonnes attitudes qu'on essaye d'instiller? Théodora, peut-être, commence avec vous. Oui, il y a plusieurs questions dans la question, si je peux me permettre. Donc, effectivement, c'est toujours le débat de est-ce que la solution viendra uniquement d'une façon de faire, que ça soit très technophile ou que ça soit un peu plus raisonné, et comment faire en sorte que tout le monde ait les moyens de se l'approprier et de l'accepter. Donc, je vous ai présenté un peu la philosophie du BPI France, et celle d'accompagner l'ensemble des acteurs, ne laisser aucune entreprise, et encore une fois, notre mission, c'est dédiée à des entreprises. Là-dessus, évidemment que nous avons un regard un peu plus global sur l'innovation au-delà de la partie technologique. Nous finançons, nous reconnaissons d'autres façons de faire, d'autres business models, peut-être un peu plus low-tech, peut-être avec plus de circularité là-dedans. Donc tout ça, c'est très, très intéressant, et aussi on a de financement et d'investissement là-dedans. Il y a aussi le volet social qui rentre en jeu et qui est très important. Encore une fois, notre rôle, il est plutôt économique. Mais si c'est citer un peu deux initiatives de BPI France qui vont au-delà de cette partie purement économique. Donc, on a une initiative qui s'appelle BPI France Création, qui vise à encourager la création d'entreprises dans les territoires quels qu'ils soient, y compris les territoires un peu plus défavorisés d'un point de vue économique, parce que nous sommes convaincus qu'une façon de tirer vers le haut les
les différentes populations, c'est par la création d'entreprises, parce que ça produit de l'emploi et donc derrière de la richesse, ainsi de suite. Et donc nous avons cette initiative qui vise à encourager la création d'entreprises, et la partie, pour revenir à la partie environnementale, en fait partie. De la même façon, nous accompagnons les PME, les ETE avec des diagnostics d'écoflux pour prendre en compte la partie flux d'énergie, mais aussi flux de matières premières. Nous avons des diagnostics qui les aident à mieux cerner la consommation énergétique des bâtiments, la recyclabilité de leurs produits proposés. Donc voilà, nous avons ce rôle d'accompagnement en le prenant de notre façon, encore une fois, économique, qui va amener au social. Et par ailleurs, nous investissons dans des fonds, parce qu'on a une grande activité de fonds. Nous investissons dans des fonds d'investissement qui, eux, sont des fonds dits à impact, qui ont soit un volet social uniquement, soit un volet environnemental et social. Donc voilà, avec nos produits et nos étages et nos métiers, nous intervenons à plusieurs stades sur une façon un peu plus large d'aborder cette transition, par le social aussi. Merci. Catherine, qu'est-ce qu'il faut encourager comme nouveaux comportements, comme nouvelles compétences pour accompagner justement tes screenings et tes façons de raisonner, d'investir? Qu'est-ce que tu mets en œuvre, avec d'autres certainement, pour développer cette culture? Qu'est-ce qu'il faut développer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense que le premier sujet, c'est le sujet de la culture. Qu'on travaille aussi ensemble, d'ailleurs, Daina. Pour moi, vraiment un changement de culture et d'état d'esprit. Et si je retiens un sujet, donc il y a des comportements spécifiques, mais c'est la question de l'inconnu et de l'incertitude. Et je pense qu'on est encore plus, et moi je trouve que ça s'accélère vraiment, entre l'adaptation de notre entreprise au changement climatique, les évolutions réglementaires, les doutes sur certains sujets liés à la santé. Enfin, je pense qu'il y a énormément de sujets qui nous posent plein d'inconnus, plein d'incertitudes, et qu'en fait, en termes de culture, l'innovation, ça sera comment on est en itération permanente sur ces hypothèses, comment on pivote, comment on change de chemin en permanence, et quelle est notre agilité en fait dans cette prise en compte de l'incertitude. Quand on présente un projet, on n'aura pas la réponse à toutes les questions qui nous seront posées. Donc jusqu'où on accepte effectivement de ne pas répondre à toute cette question, quelle est notre part d'inconnu dans ce qu'on avance, et du coup, ça me permet de basculer sur la question de la méthode, parce que dans la méthode, on peut penser que l'innovation, c'est la créativité, mais en fait, c'est surtout la méthode, la rigueur, dans les jalons, les milestones qu'on se pose pour en permanence se reposer ces questions et les unes après les autres essayer d'y répondre. Et donc, pour moi, dans la méthode, en fait, donc en termes de compétences, de comportement, c'est être très exhaustif dans la liste des critères qui vont permettre de donner, de confirmer l'éligibilité d'une innovation. C'est être très exhaustif dans les risques. Donc c'est exactement ce que disait Théodora, dans tous les risques qu'il faut évaluer pour pouvoir y répondre. Et donc il y a en toute logique une énorme rigueur en fait dans le processus innovation pour accepter, et c'est là où culturellement on a encore beaucoup de travail à faire, et ça je le sais, pour accepter de tuer des projets quand on va considérer qu'ils doivent rester dans la vallée de la mort, effectivement, parce que leur industrialisation n'est pas la bonne, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon business plan. Et donc là-dessus, on a énormément de travail à faire, parce que je pense qu'on a tous le syndrome très américain de FOMO. Alors, en tout cas, tous nos ados, Fear of Missing Out. On a un champ qui est tellement vaste chez Veolia, la transformation écologique. On a les sujets, ils sont tous là, et je pense qu'on a une grande majorité des solutions, mais il y a encore des choses à construire. Donc c'est comment on accepte de ne pas être sur tous les combats, comment on concentre notre énergie, parce qu'il en faut beaucoup pour accélérer, et il ne faut pas trop se disperser. Donc c'est là où je pense que dans notre rigueur et dans notre culture, il faut à la fois qu'on accepte de l'incertitude, puis à la fois qu'on accepte de mettre des sujets en cocon, et puis d'y revenir quand c'est le bon moment. Donc il faut en permanence revisiter nos hypothèses, et c'est ça le grand changement. Et ce qu'on pousse aujourd'hui chez Veolia, donc avec les équipes innovation, avec les équipes ressources humaines, et puis avec les zones, c'est ce qu'on appelle,
avec des gros guillemets, une Innovation Academy, dont la première année, le but, c'est vraiment de travailler sur différentes audiences, sur différents profils, mais qui partent du haut, effectivement, sur nos exécutives. Comment on amène ce changement de culture, comment on amène l'interrogation permanente sur nos hypothèses. On a aussi des modules pour des practitioners qui vont justement travailler sur différentes méthodologies liées à la gestion d'un projet en innovation. Donc là, on parle vraiment des méthodes et des process. Et puis après, il y a ce qu'on appelle Inno for All. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les acteurs de l'innovation? Parce qu'en fait, l'innovation, elle est partout. Et on a aussi beaucoup d'innovations incrémentales qui sont dans la continuité de nos métiers pour toujours chercher à s'améliorer. Et ça, c'est ce que portent nos opérateurs tous les jours. Oui, ça c'est très intéressant. Moi, j'ai participé à une table ronde là au VIP la semaine dernière pour les nouveaux managers. Et effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de candidats parce que tout le monde a compris cette injonction d'innover. Ça stresse un peu. Et moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est pas que de l'innovation de rupture, ne pas oublier l'innovation incrémentale, la rigueur, beaucoup de skills qu'on a dans l'entreprise, mais qui n'étaient pas liés à l'innovation. Mais le fait de bien dire constamment que l'innovation, elle est partout, y compris dans des choses de rigueur méthodologique, d'évaluation du risque, que ça, c'est de l'innovation. Ce qu'on ne pense pas forcément. Oui, et puis je pense qu'un exemple qui est très commun à toutes les équipes et les questions que nous posent souvent en fait, des acteurs dans toutes les parties de l'organisation, c'est par exemple de manière très concrète quand on veut travailler avec une start-up ou une entreprise innovante qu'on ne connaît pas, comment on monte un partenariat, du NDA, le MOU, est-ce que c'est binding, non-binding? Il y a énormément de questions qui se posent, comment on protège nos connaissances, mais aussi quelle est la valeur qu'il nous apporte, ce qui est une question qu'on se pose souvent, mais on ne se pose pas toujours la question de quelle valeur j'apporte moi à cet acteur, pourquoi il aura envie de travailler avec moi finalement. Et donc on se rend compte que ça c'est un sujet très concret et que sur ce sujet il faut qu'on apporte aussi beaucoup de méthodes. Donc on a énormément d'exemples, de méthodologies qu'il faut qu'on apporte pour que tous les acteurs soient à l'aise en fait pour discuter innovation avec tous ces partenaires, notamment externes. Super intéressant. Et puis là, comment ça se passe alors justement dans les formations? Qu'est-ce que vous essayez d'introduire bien sûr les hard skills, maintenant les soft skills, etc. Pour vous, dans ce que vous voyez, les compétences de ces nouveaux arrivants à l'école polytechnique, c'est quoi les compétences que vous voulez absolument leur faire comprendre, les former à elles? Oui, alors je pense que je vais commencer par rebondir sur ce qui a été dit sur cette idée de consortium et de collaboration. Donc ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on voudrait continuer à développer. C'est-à-dire que on est dans un système, dans la formation initiale, primaire, secondaire, où on est très dans l'individuel. On reçoit des étudiants qui ont l'habitude, qui viennent de classe prépa, d'être vraiment évalués individuellement. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à les faire passer à un mode de travail collaboratif et qu'ils comprennent qu'il faut aller vers les autres. Et donc, ça se met en place progressivement, mais cette idée qui paraît ou qui est très essentielle de travailler avec les autres, de collaborer, est quelque chose sur lequel on axe de plus en plus, parce que il faut que ça arrive très tôt dans le cursus. Et donc, lié à ça, on travaille en parallèle aussi avec ce qu'on appelle l'expérimentation ou l'approche par projet. On a pas mal de recherches qui sont liées dans les cursus. Donc, on a par exemple des simulateurs, on a des centres interdisciplinaires qui ont des simulateurs qui sont utilisés dans les cours, mais en même temps pour la recherche. Et ça permet justement de mettre en cohérence tous ces différents acteurs et comment travailler avec des logiques ou des façons d'objectifs différents, de façons de voir le monde qui peuvent être radicalement opposés ou dont les objectifs ne sont pas forcément immédiatement compatibles. Et l'idée justement de ce couplage de compétences techniques avec des idées plus soft skills, on les met aussi en place dans des approches plus expérientielles. On a des summer schools, donc on a un centre interdisciplinaire qui a développé là pour la première version donc c'est le Energy for Climate, une summer school en partenariat avec le campus de la Transition.
donc qui apparaît dans la revue, avec cette pédagogie qui est véhiculée par le campus de la transition, qui permet justement d'aborder tout ce qui est la raison, mais aussi l'émotionnel dans la transition. Et je pense que donc en effet, cette idée de formation passe aussi, qui finalement permettra aux élèves, aux étudiants d'aller en organisation et être plus réceptifs à la transformation culturelle qu'il faut pour aller dans la transition écologique. Cette idée de collaborer, de travailler avec l'autre, d'être à l'écoute aussi. De se lier avec différents acteurs, donc d'où l'idée de consortium, de travail en équipe avec des chercheurs, mais des entreprises aussi. On travaille beaucoup avec évidemment des entreprises qui financent des chaires, qui ont des projets. On fait beaucoup de challenges proposés par les entreprises qui ont des problèmes qui nous soumettent et avec lesquels on travaille en guidant les étudiants pour répondre à une vraie problématique. Mais tout en leur faisant voir la complexité de la question réelle, au-delà de la théorie qu'ils peuvent apprendre dans le cours. Vous sentez que ça avance? Parce qu'effectivement, une des choses qu'on dit, alors peut-être à tort, et peut-être que ça a changé, des grandes écoles françaises, c'est que donc effectivement, on est formé en France beaucoup à l'excellence individuelle et on rajoute une couche de coopération, mais ça vient un peu tard, etc. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose que les gens font parce qu'on leur dit, c'est-à-dire où il y a une nouvelle appétence réelle pour le fait de faire ensemble, tout ce que disait Catherine aussi, de travailler ensemble? Vous sentez les étudiants motivés par ça, intéressés? Je pense que ça change graduellement. Ça dépend. Je pense que ça change aussi. Bon, moi, j'ai 2 petites filles qui sont en primaire, donc je le vois aussi comment ça commence à changer. On met de plus en plus de travail collectif et du coup, je pense que ça permet d'arriver avec une posture un peu différente. Ça va mettre comme toute, quand on est dans le cœur de la discussion, comme toute transformation, ça met du temps, mais je pense que il y a plus de dispositions. C'est sûr, ouais. Ça commence à la petite école. Non, c'est sûr. Bon, et bien justement, c'est quoi les obstacles? C'est quoi les principaux obstacles auxquels vous faites face pour promouvoir cette culture de l'innovation technologique, mais pas que, mais sociale, pour se challenger, accepter d'expérimenter des nouvelles choses, de fail fast, comme dit Estelle Brachlianoff, on essaye des choses, ça marche pas, on laisse tomber, et on se sent pas humilié par ça, cette agilité. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui dans ce parcours? Catherine. Alors, il y a plein d'obstacles à l'innovation. C'est très difficile, l'innovation. On se le redit régulièrement avec les équipes. Moi, je pense que, alors, dans les obstacles, il y a des obstacles d'abord presque contextuels qui sont externes, c'est l'instabilité réglementaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on développe des choses dans la durée, les choses prennent du temps, on a plein d'hypothèses, si les réglementations changent en permanence, si effectivement des hypothèses... Nous, quand on travaille sur des sujets d'innovation, la réglementation est clé, parce qu'elle crée les conditions de succès de cette innovation, elle crée souvent les conditions de sa profitabilité dans la durée et la capacité de la déployer. Donc, ça peut être un obstacle, mais aussi une opportunité. Le côté opportunité, si je cite l'exemple de Sarpi, qui a travaillé depuis de nombreuses années sur la question du recyclage des batteries de véhicules électriques, ils ont contribué à faire naître la question des batteries, qui était un véhicule dangereux en Europe, pour faire en sorte qu'on puisse avoir toute la filière du recyclage qui reste en Europe. Sinon, effectivement, les conditions économiques de l'innovation étaient compliquées. Donc l'instabilité réglementaire, c'est un obstacle. Je pense qu'un autre obstacle, et justement, vous en parliez, Pilar, c'est notamment les écarts culturels. C'est vrai, quand on doit travailler avec des startups qui sont à l'autre bout du monde, quand nos modèles de valeurs ne sont pas les mêmes, nos modèles de partenariat, c'est parfois compliqué en fait de trouver un terrain d'entente, de trouver une roadmap commune. Et donc là, moi je pense qu'en fait on a un vrai sujet régulièrement, notamment sans doute en France, parce qu'on est là historiquement, c'est la diversité des équipes. Arriver à faire en sorte qu'il y ait effectivement, quand on monte des projets d'innovation avec plusieurs géographies, qu'on arrive à avoir une vraie diversité pour qu'on prenne en compte ces différents points de vue, qu'on ait vraiment une connaissance fine en fait de notre capacité à réussir avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs sur notre territoire.
Parce que c'est différents types d'acteurs, parce qu'ils sont start-up ou parce que c'est une autre culture américaine, anglaise, c'est la dimension... J'ai envie de dire les deux. Les deux. Encore plus s'ils sont réunis, parce que leur manière de justement de voir le risque n'est pas forcément le même, parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions d'ailleurs, ni réglementaires ni de financement, parce que leur manière de déployer des projets, parce que la vision qu'ils ont d'un acteur comme Veolia n'est pas la même s'ils sont aux États-Unis ou s'ils sont en France. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs qui font qu'il faut qu'on ait en compte cette diversité d'équipes projets. Et comme autre obstacle, on a bien sûr l'acceptabilité sociale des innovations, c'est-à-dire qu'on peut être convaincu de pousser un sujet, mais si on ne prend pas ça en compte, on peut tomber à côté. Donc je pense qu'on a cette question-là et qu'il faut qu'on comprenne bien notre marché et la capacité des acteurs aussi à financer leur innovation dans un contexte où les modèles vont changer. Et puis encore une fois, je pense qu'un autre obstacle, c'est parfois nous-mêmes, hein, clairement, sur notre capacité à voir les choses, donc à voir les risques, à voir les inconnus, et puis à avoir envie d'avancer dans la durée en acceptant d'échouer. Donc je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, et on revient à la culture, pour être sûr qu'on arrive à lever ces obstacles, parce qu'on doit accélérer sur pas mal de sujets. Et que ça soit vrai dans la réalité. Hein, que les gens osent et puis qu'il leur arrive pas malheur, mais que ça soit peut-être voilà, qu'on l'accepte vraiment, oui. Hein, les rétextes de ce type-là. Et puis là, alors par exemple pour la mise en place de ce séminaire interdisciplinaire qui va naître, ou pour ces transformations, faire plus de soft skills, c'est quoi les obstacles majeurs à l'innovation dans une institution établie et de prestige comme Polytechnique? Alors, je voudrais commencer par ce que disait Catherine sur nous-mêmes, c'est-à-dire la posture qu'on a et l'imaginaire qu'on a de la relation avec les élèves, qui peuvent justement poser problème. Je m'explique. Traditionnellement, on est dans des systèmes d'apprentissage où il y a beaucoup de distance entre le professeur et l'élève. Et pour certaines approches, justement, si on veut aller vers plus de collaboration, il faut aussi arriver à changer cette relation professeur-élève. Et ce n'est pas toujours évident dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une posture du professeur, mais une posture de l'élève qui est en attente de ce qu'il connaît. Donc c'est aussi cette peur de l'inconnu. On va lui proposer d'expérimenter, de faire un projet où il va se perdre, où il va pas forcément savoir, il va pas avoir un guide de comment faire ni de quoi faire. Et justement, ça, c'est un changement de posture qui est difficile à accepter des fois par les élèves. Et ça se met en place progressivement, mais c'est pas instantané, évidemment, de par notre formation initiale. Et puis à la question aussi de dialoguer avec différentes disciplines, c'est pas toujours facile. Alors en entreprise, évidemment, dans les projets, ça se fait plus naturellement, mais dans les écoles, même dans la recherche, on n'a pas forcément l'habitude d'aller travailler, pas dans toutes les organisations, mais en général, on travaille pas forcément avec d'autres disciplines. En plus, en France, les écoles d'ingénieurs sont séparées des écoles de commerce, il y a l'université. Donc, mettre tout ça en articulation, en harmonie, ça ne se fait pas forcément toujours facilement. Il faut aller travailler. Il faut aussi prendre en compte que les innovations, ça passe par l'acceptabilité sociale. Donc, le dialogue, sciences sociales, sciences plus dures. Et puis, il y a aussi les barrières administratives qui évidemment ne facilite pas. Il y a les incitations, notamment pour les professeurs à la publication, les évaluations aussi des élèves. Donc, il y a comment jouer aussi entre toutes ces incitations et tous les processus qu'il faut mettre en place pour encourager ce type d'innovation pédagogique aussi. Il y a de quoi faire là. Et la BPI, alors quelle est donc dans cette volonté d'accompagner, de changer la façon d'aider, des nouveaux screenings, de l'accompagner, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quel est l'obstacle majeur que vous, ou l'accumulation de petits obstacles que vous rencontrez? Qu'est-ce qui freine qu'on aille plus vite encore? Je dirais que tout ce que vous venez de citer en tant que centre de recherche universitaire ou grande entreprise, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la finance. Évidemment, à notre niveau, on voit le même type de problème. Je dirais que le défi numéro un, c'est quand même le temps.
On voit bien que sur la transition énergétique environnementale, le principal problème, c'est qu'on a peu de temps pour agir. C'est pas uniquement si on veut respecter tel accord et tel accord qui vont dans le bon sens. C'est physique, c'est tout simplement là. Après, évidemment, avant de considérer qu'un sujet mérite intérêt pour un financeur ou pour un investisseur, on va regarder un peu les 4 piliers de la maison, en quelque sorte. On va regarder si la réglementation va dans ce sens-là, ou au moins elle s'y oppose pas. On va regarder l'opinion publique, est-ce qu'elle est favorable, est-ce qu'elle est prête à accepter le type d'innovation qui est proposé par la PME ou la start-up. On va regarder aussi, parce qu'on est des financiers, si l'argent il est fléché dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un pari qui par la suite pourra être assuré par les autres. Je vais revenir sur ce point-là parce qu'il est clé. Et puis évidemment la maturité technologique parce que voilà, on finance et on est actif des concours de iLab à Innov où la plupart ce sont des chercheurs qui vont candidater dès la phase d'idéation, mais derrière, si on veut apporter des réponses très concrètes sur l'eau, voilà, il nous faut un TRL minimum de 7-8 pour pouvoir avoir le début d'un projet réaliste dans ce cas-là. Donc voilà, on a les mêmes défis et un peu la même structure d'analyse en quelque sorte. Et après, nous, en tant que BPI France, on va avoir un peu un défi d'écosystème parce on est en quelque sorte market maker. On rajoute à ces défis-là un peu la volonté publique, politique sur telle et telle thématique. Et donc, autant on est très souvent le premier maillon de la chaîne de financement avec la petite subvention French Tech qui est accordée à des entreprises qui se montent, autant il faut qu'on ait autour de nous un écosystème fort qui est capable d'investir à d'autres stades de maturité, de financer la construction d'une usine. Souvent, ces solutions-là disruptives de deep tech ont besoin de se créer une usine. Ce sont des gens qui viennent du laboratoire ou qui sont des start-up, n'ont jamais quasi mis les pieds dans une usine et c'est quand même beaucoup de capex. Et aussi, je reviens au point de tout à l'heure, c'est la capacité à s'intégrer de ces solutions dans des chaînes de valeur qui existent, où encore une fois, les grands groupes jouent un rôle clé. Je pense, sauf quelques startups qui vont être sur des modèles disruptifs où toute la chaîne est à constituer, le reste doivent s'inscrire dans ces chaînes-là et doivent apprendre à travailler avec les grands groupes. Donc, c'est un miroir de ce que Catherine disait. C'est vous devez apprendre à travailler avec des startups et eux, ils doivent s'acculturer à la façon de faire d'un grand groupe qui fait des appels d'offres, qui a ses propres comités conformité, qui a une politique achat, qui est ainsi de suite, qui joue sur un terrain international. Et donc, je pense que la solution viendra d'un accompagnement dans un sens et d'un autre pour que ça marche. Et ce qu'on veut, outre une France économiquement forte, c'est aussi répondre à ces questions de changement climatique. Oui, c'est des énormes enjeux. Mais justement, comme vous m'aviez dit que vous avez 20% des investissements qui sont hors de France, est-ce que ce problème-là de créer des nouvelles relations entre les startups et les grands groupes ou les grands groupes et les startups et d'habituer les gens à ce type de coopération, de compréhension d'une logique très différente, est-ce que ça se présente différemment dans d'autres pays où vous investissez, où c'est plus en avance? Où est-ce que ça serait plus en avance? C'est vraiment spécifique de l'innovation, que ce soit sur ce segment-là où on peut parler, par exemple, sur l'intelligence artificielle. C'est ces enjeux-là, qui sont des enjeux planétaires, demandent des réponses globales et on ne peut pas se priver de chercher l'innovation là où elle est. Évidemment, on souhaite de tout cœur, et nous les premiers, à ce qu'elle soit la plus localisée en Europe, voire en France.
c'est pourquoi on finance tout cet écosystème-là. Mais n'empêche qu'il y a des solutions très intéressantes en Asie, aux États-Unis ou dans le nord de l'Europe ou peu importe où ou d'ailleurs. Et donc c'est à ce titre-là que BPI France investit pour encourager, donc nous investissons dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes sont à l'étranger, pour les encourager par la suite à venir investir en France. Donc c'est toujours un peu ce double horizon. Et après, avec nos partenaires, oui, on se doit d'avoir une vision la plus complète possible d'un point de vue technologique pour savoir ce qui se fait. Et pour répondre à votre question, est-ce que la France elle est en avance, en retard? Je dirais que l'Europe, globalement, elle est plutôt bien placée. L'Union européenne, avec ses dispositifs, la BEI, le FEI, ont énormément pavé le chemin qui est bénéfique aujourd'hui aux startups innovantes dans ce sens-là. L'IRA américain a fait de même. Donc, sans surprise, on voit beaucoup de solutions, même si je dirais que d'un point de vue investissement, ils sont peut-être moins sensibles que nous à cette thèse. N'empêche que dans la réalité des solutions, il y a quand même des choses assez notables qui se passent. Et on voit aussi, côté asiatique, des solutions cette fois très pragmatiques qui se mettent en œuvre avec un savoir-faire industriel qu'ils ont peut-être le plus développé au monde aujourd'hui. Voilà, on a tendance un peu à parler en négatif de la Chine et de Sud-Est. En réalité, ils ont des savoir-faire industriels qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie. Et donc, on doit aussi capter ces savoir-faire et se les réapproprier en partenariat ou de façon individuelle, que sais-je, peu importe le sujet. Mais voilà, je dirais que l'international est juste mandatory sur ce sujet-là en tant qu'identification d'innovation ou ne serait-ce qu'un benchmark sur ce qui se passe ailleurs. Bien, mais justement, alors je dirais que c'est quoi les principaux freins? Alors pour vous, qu'est-ce qui est l'innovation la plus prometteuse dans vos secteurs? Si vous aviez, après on va donner la parole à la salle, mais si vous deviez miser sur une innovation ou façon de faire, en quoi vous espérez, vous y croyez que ça peut nous débloquer, nous amener sur le chemin de l'innovation. Quelle est pour vous l'innovation la plus prometteuse? Alors, juste avant de répondre à ça, parce que tu as ouvert la voie aussi sur la façon de faire. Oui. Donc, juste avant de parler du quoi, je voudrais juste dire quelques mots sur le comment, parce que je pense qu'en fait, dans tout ce que dit Théodora, la question du financement de l'innovation, elle est clé. Parce que si on a des problèmes de financement de l'innovation, on n'arrivera pas à accélérer et à trouver notre quoi, qui est la question que tu poses. Et moi, le sujet du financement de l'innovation, et donc je voudrais répondre par un modèle, c'est qu'en fait, je pense que on n'aura plus d'un côté des startups qui vont lever des fonds avec sans doute un contrat de partenariat avec un stratégique comme nous, ou d'un côté un stratégique comme nous qui finance de manière organique de l'innovation parce qu'il y en a tellement. On ne va pas pouvoir, sur nos CAPEX core business, continuer à financer tout seul de l'innovation. Et donc, moi, je crois beaucoup au modèle très tripartite, avec des acteurs technologiques qui vont très vite parce qu'ils sont sur un des segments de la chaîne de valeur, avec nous, un stratégique parce qu'on est partout, on connaît tous ces métiers-là, et avec des financiers qui vont nous aider à lever des fonds. Donc ça, je crois que c'est le montage gagnant pour aller plus vite sur un peu tous les fronts qu'on veut pousser. Et donc, du coup, dans le quoi, ça ouvre un champ des possibles sans doute plus large que si on développe uniquement, organiquement, nous, l'innovation, parce que sinon, c'est du temps trop long et on se fait dépasser par le marché. Sur le quoi, alors moi, j'ai pas mal je dirais pas des dadas, mais des sujets auxquels je crois. Si j'en cite un, parce que je pense qu'il faut aller très vite sur ce sujet aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'électron de Veolia, c'est la matière organique. Je pense que Veolia, dans l'économie circulaire, on gère effectivement tout un tas de gisements de déchets. La matière organique aujourd'hui, c'est clé. D'ailleurs, on voit énormément d'acteurs qui font des acquisitions dans tous les sens sur ce sujet. C'est clé à la fois pour générer de l'énergie de demain, de l'énergie décarbonée sur nos territoires. C'est ce qu'on fait, on peut encore aller plus vite, mais c'est aussi une source, ce seront les engrais décarbonés de demain, les engrais organiques, potentiellement les protéines de demain. Enfin, la question de la matière organique, c'est notre gisement à nous, Veolia. Il faut absolument qu'on se batte pour ça, parce que ça ouvre énormément d'innovation. Tu me fais rire parce que je croisais Estelle Brachenov qui revenait de Dubaï, de la COP28, et elle a rencontré, comme vous avez peut-être vu sur les réseaux, le roi Charles, j'allais dire le prince Charles, mais Charles,
Et donc, elle a dit, voilà, Veolia, et il a dit, ah, engrais organique. Voilà, donc Veolia, c'était engrais organique pour le roi. Ah ben la CED, je crois qu'il y a des personnes de la CED dans la salle, ils vont être contents. Si tu croises le prince Charles, Hélène, tu dis bonjour. Voilà. Donc, OK, pour toi, une des solutions, c'est ça? C'est le modèle tripartite, une nouvelle façon de faire alliance? Dans notre stratégie, dans ce qu'il faut qu'on pousse, c'est tous les sujets de décarbonation. Ça sera vraiment ça qui va tout tirer, d'ailleurs, même la question des engrais organiques. Donc, pour moi, la décarbonation et toutes les innovations qu'on met, nous, Veolia, dans notre roadmap innovation, la décarbonation, c'est un pilier central. Mais je crois que la question du comment est aussi importante, parce que sinon on peut s'épuiser des années. Et moi, je crois de plus en plus au fait qu'il faut pouvoir lever des fonds pour faire l'innovation, même dans les grandes entreprises, dans les stratégiques, parce qu'il faut accélérer. Et c'est ça qui fera venir aussi des nouveaux partenaires innovants, qui nous permettra d'être sélectifs sur ces partenaires innovants. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. C'est ce qu'on cherche à pousser aujourd'hui. Et tu as vu un exemple de ça que tu peux partager avec nous? Quelque chose, tu as dit, tiens, ça, chez nous ou chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut travailler avec des partenaires différents, start-up, financiers. Alors nous, on a beaucoup travaillé avec des start-up. Donc, on a fait beaucoup de partenariats. Parfois, on a eu aussi des échecs parce qu'on avait mal partagé la valeur, parce qu'on n'avait pas forcément questionné suffisamment sur nous ce qu'on pouvait apporter à cette start-up. Mais là, je parle vraiment d'un modèle différent qui n'est pas si fréquent que ça, en fait. C'est lever des fonds ensemble. Un acteur technologique start-up, un acteur stratégique, et ensuite aller sur les marchés ensemble. C'est quelque chose qui est encore différent et qui n'est pas si répandu que ça aujourd'hui. Donc, il faut encore qu'on trace la voie. Un nouveau chantier. Et Théodora, donc c'est ça là aussi l'espoir, ou quelle serait l'innovation la plus prometteuse pour vous? Oui, c'est sûr qu'on voit bien qu'il faut articuler de plus en plus et de façon quasi permanente un savoir-faire financier avec un savoir-faire métier. Nous, en tant que financiers, évidemment, on n'est pas des spécialistes de la décarbonation ou de la biodiversité, donc même voilà, si on s'entoure, mais on est des spécialistes de la finance, et donc un des devoirs que nous avons communément, c'est de montrer que c'est compatible d'avoir une rentabilité financière tout en répondant aux enjeux climatiques. Parce que si on ne réussit pas cette partie-là, il y a eu déjà des vagues de casse économique sur cette technologie-là. Bah, évidemment, on n'était pas si proche du mur, on n'avait pas les mêmes mentalités, mais on peut vraiment pas se permettre de perdre de l'argent sur cette technologie. Sinon, sans argent, on ne va pas y arriver. Et donc, du coup, les investisseurs plus macro ne viendront pas par la suite. Et comme on a vu tout à l'heure, on a besoin quand même des capex assez importants. Donc, complètement en phase, c'est indispensable d'allier les savoir-faire des uns et des autres là-dessus. J'ajouterais à ça que ça me fait penser au principe de médecine, qui est la première chose, c'est ne pas nuire. Et donc, dans la transition énergétique environnementale aujourd'hui, on voit trop de projets qui réfléchissent ou qui prennent un bout de problème. Et dans la captation carbone, ça en fait partie. Mais on va déstabiliser le cycle d'eau à côté, on va polluer le sol, on va détruire la biodiversité. Et donc, si j'appelle un peu les chercheurs, les sachants là-dessus, c'est d'associer cette intelligence-là avec une vision de plus en plus holistique, de plus en plus globale, parce que la planète est un écosystème en soi unique où les milieux communiquent. On ne sait pas trop d'ailleurs jusqu'où et comment. Et en fait, s'inspirer de ce qui est aujourd'hui le vivant, d'où c'est le nature-based solution, pour essayer de ne pas nuire avant qu'on fasse quelque choix technologique qu'on fasse. Et après, d'un point de vue modèle, je note aussi des modèles qui sont de plus en plus décentralisés. Et on en a vu, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi la réglementation sur la vaisselle dans les restaurants, pour ne pas dire les fast-food, où donc du coup désormais c'est interdit d'avoir des cartons. Et donc si vous avez mangé récemment dans une de ces enseignes, vous avez vu qu'il y a des contenants qui sont pérennes. Et ben ça a pu être financé par de la finance décentralisée. Donc il n'y a pas eu des banquiers classiques, mais monsieur, madame, tout le monde qui a pu participer. Il y a plein de formes, il y a le crowdfunding, il y a le Web3, il y a plein de modèles là-dessus. Et donc
Donc voilà, si c'est retenir 3 idées, c'est associer intelligence métier, intelligence financière, faire en sorte qu'on nuit pas et qu'un sujet de transition, il est vu dans son ensemble, avec conséquences, actions, réactions, et puis réfléchir à toutes les formes de financement, centralisé, décentralisé, pour qu'on y aille dans ce sens-là. Merci, très bien. Et Pilar, voilà, quelle est l'innovation la plus prometteuse sur laquelle vous miseriez pour qu'on avance ensemble dans cette direction? Alors, moi, je vais revenir sur ce que disait Théora sur l'articulation des savoir-faire. Parce que je pense que c'est essentiel pour avancer dans ces questions. Et je vais prendre un exemple de projet qu'on développe avec des partenaires universitaires, mais pas que. Et donc, on travaille sur des questions de décentralisation de l'eau, justement, et la circularité. Et évidemment, ça pose il faut articuler plein d'acteurs. Il faut articuler les villes dans lesquelles on veut faire l'expérimentation. Il faut articuler savoir-faire technique pour la mise en place de tout ce qui est à voir avec les technologies. Et donc, on travaille aussi avec des startups qui ont justement des technologies avec un TRL qui est prêt à être prêt en marché. Mais en plus de tout ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse, et donc c'est là que moi j'interviens plus sur les modèles de gouvernance, les business models, pour que tout ça, ça puisse être mis en place si on veut répliquer. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'il faut plus d'interdisciplinarité. Donc si je me pose d'un point de vue de professeur et de chercheuse, c'est comment travailler avec d'autres collègues ou des collègues d'autres disciplines, mais aussi avec des collègues d'autres horizons, avec des ONG. On y travaille avec des ONG dans ce type de projet, pour justement articuler ces différents savoir-faire, donc je reviens, et pouvoir proposer ou réfléchir ou construire des solutions qui permettent d'avoir une vision systémique. Et ça rejoint un peu ce que disait Théodora, c'est avoir une vision globale de l'impact positif mais aussi négatif. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Donc très très riche. Donc on retient beaucoup ce côté interdisciplinaire, holistique, systémique, etc. Et l'aspect bien sûr technique, technologique, qui est clé pour inventer les solutions futures, mais pas que. Vous avez vraiment beaucoup parlé, surtout dans la fin, de la nécessité de nouvelles formes de coopération, de nouveaux états d'esprit par rapport à cette coopération, du fait de rechercher des alliances, et que c'est un facteur clé de succès pour l'innovation, aussi important, sinon plus important, que les solutions individuelles elles-mêmes pour passer à l'échelle. Merci beaucoup de vos interventions. Et là, on a le temps. On a donc une belle assistance. Merci Armand. Merci pour elle. Voilà, on les applaudit. Et donc, on a envie d'ouvrir aux questions. Parce que là, vous avez donc 3 experts dans des domaines très différents qui ont effleuré des tas de sujets, touché à des tas de sujets qui doivent vous intéresser, de Veolia ou de l'extérieur. N'hésitez pas, on a des micros qui vont circuler, et je vois déjà Patrick Legrand, ça ne m'étonne pas, mais il y en a certainement d'autres. Donc, on va commencer par Patrick. Posez des questions, profitez de nos expertes. Bien, merci et bonjour. J'ai vu apparaître un peu à la fin, malheureusement, je trouve toutes ces formidables questions qu'on a autour de l'articulation de ces différentes innovations, le système, à la fois système, parce qu'au fond c'est un système qu'on cherche à faire évoluer, et puis l'aspect sociotechnique de tous les objets, ce qui fait que, mais là je dis aussi, ça arrive un peu tard, c'est-à-dire qu'un objet est structurellement sociotechnique, il n'est pas technique puis social. D'ailleurs, quand on fait technique, sociale, acceptabilité, c'est le paradoxe foireux. Donc il y a un aspect de l'innovation sur lequel je voudrais au moins insister. On ne sait jamais très bien à quoi ça va servir. Ça peut avoir des tas d'usages qui sont dérivés et qui peuvent être totalement intégrés tout en n'étant pas perçus.
je vais vous citer un petit truc très particulier. Tu vas nous poser une question, Patrick? Bien sûr, oui. D'accord. J'habite Belleville. Je suis attentif à la pauvreté. Je vois que ça augmente. Et hier soir, un de mes copains, Clodo, me disait, tu sais, qu'est-ce que tu fais demain? Je lui raconte ce que je vais faire demain avec vous. Et il me dit, oh, dis donc, tu sais pas, mon gars. Je ne sais pas s'ils savent très bien, mais maintenant, nous, on ramasse de moins en moins de cash, parce qu'il y en a de moins en moins, et que les jeunes paient de plus en plus avec leur carte, ils n'ont jamais de cash. Donc je me suis dit, nom de Dieu, voilà une espèce d'interaction diabolique. On assiste à la disparition de la monnaie argent, gling, 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 et puis progressivement, ça nous organise des bordels généraux sur le terrain avec les pauvres qui sont en augmentation. Vous voyez, on n'est pas loin d'une catastrophe parce que, au fond, le jeune qui a envie de donner un petit peu d'argent à mon copain, il n'a plus les moyens, il n'a plus de choses qui glissent dans sa poche. Et l'autre, il devient agressif parce qu'il avait l'habitude d'en avoir. Donc il y avait un petit système qui marchait bien et qui, je pense, dans certains quartiers, permettait de réguler un certain nombre de choses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, deux choses. L'innovation, ça ne sert pas toujours à ce à quoi ça a été destiné. Ça sert toujours dans un système. Ça sert aussi, parfois, à des choses qu'on est incapable de maîtriser parce qu'on est incapable de les imaginer. Vous voyez? Or, ça, c'est ça qu'il faut maîtriser. C'est pas seulement l'innovation et dans le temps court, c'est l'innovation et dans le temps long. Et on peut arriver à des catastrophes, parce que si je vous assure que dans le quartier de Belleville, l'agressivité entre citoyens de base, pas très chargés en pognon, et puis le client qui a besoin d'argent, c'est quelque chose de fondamental. C'est un modèle de régulation qui disparaît. Donc, et donc, ta question? Eh bien, comment on gère tout ça? Comment? Oui, ok. Alors ça, c'est la deuxième question que je la poserai peut-être plus tôt. Pourquoi vous rigolez là sur mon cas? Non. Sinon, je vous envoie mes copains de Belleville, hein. Oui. Mais Non. c'est la question de l'éthique. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé. L'éthique dans le choix de... L'éthique, parce qu'au fond, il y a des gens qui décident de votre avenir et qui ont une conception de l'éthique qui n'est peut-être pas la vôtre. Très bonne question. Et cette question-là est déterminante aussi dans l'innovation. Ok, comment est-ce que... Pardon, on va pas... Voilà. Je suis toujours très long. Il y a d'autres questions. Mais c'est pas la fin de la question, Patrick? Si. Donc comment... C'est intéressant, les conséquences inattendues dans un système d'une innovation. Comment vous essayez... Je ne sais pas si, voilà, en inventant les monnaies, les gens pensaient à ça, à ce que ça ferait, mais comment est-ce que vous essayez, et notamment sur sa dimension sociale, hein, vous avez évoqué l'innovation sociale, comment vous essayez dans le screening de vos investissements, dans le choix des startups, est-ce que vous pouvez prendre en compte la dimension des conséquences prévisibles? Est-ce que vous essayez de les prévoir en partie, et puis comment? Enfin, je veux dire, comment vous essayez d'aller vers la prise en compte de cette dimension éthique dont parlait Patrick? Alors, je ne vais pas prétendre répondre exactement à la question de Patrick, mais le point soulevé qui est très important, c'est justement toutes ces inconnues, les incertitudes et de comment l'innovation, elle va impacter le monde qui nous entoure. Ça, c'est une certitude. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont très difficiles à modéliser, effectivement, à anticiper. Et que nous, là où il faut qu'on soit très exigeant sur les critères d'éligibilité d'une innovation, c'est d'essayer d'évaluer en fait les impacts qu'elles auront, donc soit sur l'environnement, parce que c'est un écosystème, mais aussi sur l'environnement social, la capacité des collectivités à financer ces innovations, et ce qu'on appelle, et notamment dans le modèle américain, c'est très important, le affordability du prix de l'eau qui peut monter. Et c'est vrai qu'il y a des innovations technologiques, notamment quand on doit traiter des pollutions qui sont difficiles à traiter, qui vont impliquer de rajouter parfois des traitements,
Est-ce que c'est toujours la bonne solution? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas changer de ressource en eau pour du coup prendre une ressource qui est moins polluée? Ou comment est-ce que derrière, en fait, quel sera l'impact sur le prix de l'eau? Et toutes ces questions-là, il faut qu'on arrive à les évaluer quand on pousse des innovations. Et il y avait eu beaucoup d'études, notamment aux États-Unis, sur quelle est la capacité des populations en différents endroits, parce que tous les cas ne sont pas les mêmes. Quelle est la capacité de la population à accepter des augmentations de prix de l'eau en fonction des solutions qu'on rajouterait à un traitement. Donc il y a des études là-dessus, il faut en prendre compte. Alors le mot éthique, il peut être utilisé à plein d'escients, mais en tout cas, essayer de sincèrement regarder les impacts de nos innovations sur les modèles, environnement, écosystème, mais aussi social, ça fait partie des sujets qu'il faut regarder. Ça, c'est une certitude. Oui, d'un point de vue financier, le mot ESG, c'est un peu galvaudé, mais il y a une réalité quand même dans l'analyse de nos dossiers, c'est qu'on regarde les impacts à la fois de la solution et comment l'entreprise elle prend en compte ce volet-là avec une trajectoire qui est donnée. Et donc, on a parlé beaucoup de E comme environnement, mais il y a aussi le S dedans, avec le S social et sociétal. Et donc, on voit bien que cette nouvelle famille de technologies peut venir avec des conséquences pour des entreprises où les gens pourront perdre leur emploi demain parce que ce qu'ils faisaient n'est plus considéré dans l'ère du temps ou souhaitable pour la transition écologique qu'on s'est amenée. Et donc, c'est pour ça qu'on est extrêmement attentifs, nous, d'où la déclinaison à la fois d'accompagner les sociétés dites great, les amener vers le plus de green possible. Et après aussi, il y a une question d'employabilité de ces gens-là, d'où les volets formation, d'où les discussions avec les écoles, les centres de recherche pour les amener vers d'autres technologies. Et la réponse qui est la nôtre, c'est la création d'entreprises pour créer un bassin d'emploi. Donc, on est intimement convaincus que l'éradication de ces phénomènes-là viendra avec plus d'emplois, plus de formation, plus d'accompagnement des uns et des autres. Et on va jusqu'au bout sur ces sujets-là. Une fois qu'on investit dans des fonds dits à impact ou des fonds de transition climatique, on va demander aux équipes d'aligner leurs bonus financiers sur la réalité des critères environnementaux et sociaux qu'ils nous ont prêchés pour s'assurer que donc une partie est indexée là-dedans et qu'on a un alignement d'intérêt parfaitement entre les enjeux financiers et ces enjeux environnementaux et sociaux. Okay. Bien. Pilar, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais... je pense qu'il y a... Depuis les aspects de formation, justement, intégrer cette question de trade-offs ou de dilemmes qui peuvent se créer et qu'on ne fait pas souvent, ou on ne le fait pas assez, je pense, et c'est notamment quand on parle de la question de la responsabilité d'entreprise, c'est les deux aspects, la responsabilité économique vis-à-vis de certaines parties prenantes et après la responsabilité vis-à-vis de la société. Et je pense qu'en effet, pour l'innovation, un des axes sur lesquels il faut continuer à renforcer, c'est cette question de dilemmes qui peuvent apparaître. Et dès très tôt dans les projets qu'on travaille avec les étudiants, les mener à se poser ce type de questions ou intégrer cette vision de une approche systémique, mais qu'est-ce qui se passe si vous axez ou vous n'avez pas tenu compte de cette partie prenante qui était un peu invisible ou vous n'avez pas tenu compte de cet impact potentiel. Donc c'est aussi un axe à prendre en compte pour la question. Et puis peut-être, enfin, chez nous, ça porte un nom. C'est vrai que c'est la question de la performance plurielle. Tout ce qu'on est en train de se dire, c'est comment on regarde l'ensemble des parties prenantes, comment on regarde l'ensemble des impacts. Et donc, c'est pas uniquement une performance financière, mais elle est très globale. Et c'est quelque chose qui, chez Veolia, en tout cas, existe depuis quelques années et qui est très, très fortement poussé. Tout à fait. Non, moi, je me posais la question parce que les questions du prix de l'eau, c'est sûr, ça, on sait que affordability, que ça ne doit pas dépasser un certain seuil de revenus, etc. Ça, on sait le faire, on travaille avec les collectivités. Je me demandais si vous aviez des connaissances d'inclusion de sociologues, de psychologues, d'acteurs de terrain dans la définition des politiques en essayant d'aller un tout petit peu plus loin. Souvent, on le fait après, parce qu'un business model, je pense au Bangladesh, quand on avait fait avec la gramine, comme le business model n'a pas marché,
et que les gens n'ont pas acheté l'eau qui avait été pensée pour être affordable. C'était pas cher. Et pour autant, les gens ne l'achetaient pas. Et pourquoi? Et c'est après coup qu'on a fait intervenir une anthropologue qui a dit oui, mais vous avez juste oublié que le puits, c'est un élément de statut social. Et donc, le fait de suggérer qu'il y a de l'arsenic dans le puits, ça a des conséquences sociales très importantes. Mais c'est après coup. Et donc, je me suis un petit peu demandé si on avait vu une façon plus systématique ou des gens qui, en amont, pour penser ces questions, pour répondre à la question, associer d'autres disciplines moins techniques, pas qu'économiques, mais sociales, sociologiques, psychologiques, social scientists, voilà, comme ça. Je pense que l'exemple dont parlait Théodora tout à l'heure, enfin les solutions fondées sur la nature, c'est un des sujets qui, en tout cas, intègre dès le départ en fait beaucoup de parties prenantes. Et l'exemple d'ailleurs de Veolia en Espagne, à Alicante, où en fait pour mettre en place une solution de ce type-là qui avait plusieurs objectifs, il a fallu intégrer très tôt le voisinage, des acteurs économiques et construire ça finalement ensemble de manière concertée beaucoup plus tôt. Donc typiquement, ces sujets-là ont déjà été traités, mais je crois que tu as raison, on n'est pas encore systématiquement dans cette logique d'identifier toutes les parties prenantes de manière suffisamment tôt, en fait, pour qu'elles co-construisent avec nous sur ces sujets innovation. D'accord, merci. Merci. Autre question? Est-ce que vous avez... Jean-Pierre? Jean-Pierre Tardieu. Merci beaucoup, bravo pour différentes interventions. Il y a un mot qui a été peu prononcé ce matin, c'est celui d'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que les unes et les autres, vous considérez que l'intelligence artificielle n'a pas grand rapport avec l'innovation, voire pourrait la freiner, puisque les données utilisées par l'intelligence artificielle sont des données du passé en général, que le système extrapole, mais ne sont pas des données de disruption. Donc, je vous provoque un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez dans le moyen et long terme? Quel sera l'impact du développement de l'intelligence artificielle? Qui prend en premier? Je vais essayer, même si c'est une question un peu qui brûle tous les lèvres, et je pense qu'il n'y a pas de réponse avec un timing précis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous découvert il y a un an, à travers ChatGPT, ce que l'IA générative peut faire, parce que l'IA, c'est un vieux sujet en réalité, ça fait depuis les années 70, et je pense que vous l'avez tous testé, ne serait-ce que dans des capteurs IoT ou dans des modèles de données que vous avez au sein de votre entreprise. Mais l'IA générative, donc encore une fois, c'est la partie plus LLM, donc de l'IA, a fait une adoption qui, de mémoire, a pris 5 jours pour atteindre la somme maximum d'adoption des autres technologies. Donc c'est ça qui est perturbant, qui nous interpelle tous. D'un point de vue technologique, il faut quand même dire que même si c'est bluffant, ça se base sur l'intelligence humaine aujourd'hui. Donc il y a peut-être un peu de marge, mais ce sur quoi beaucoup de laboratoires et d'entreprises travaillent, et ça à travers tout le monde, c'est l'intelligence artificielle généralisée qui serait un jour peut-être capable de réfléchir par elle-même et donc de surpasser l'intelligence humaine en soi. Bon, avant d'en arriver là, c'est sûr que l'intelligence artificielle, avec ses avantages et inconvénients, apporte quand même des solutions intéressantes, y compris à la transition énergétique environnementale, tout en restant alerte sur sa consommation énergétique, parce que derrière, c'est beaucoup de data centers, beaucoup de capacités de calcul, beaucoup d'ordinateurs. Mais une fois ce sujet pas mis de côté, mais regardez un peu comme le lait sous le feu, faut voir qu'il y a des applications très intéressantes, ne serait-ce que par exemple piloter la consommation énergétique d'un bâtiment en prenant en compte la température extérieure, à quel point voilà, aujourd'hui l'auditorium est rempli,
faut tout de suite baisser la température de façon automatique dès qu'on vide cette salle. Et puis, peut-être programmer que l'eau chaude soit réchauffée entre telle heure et telle heure pour qu'on se lave les mains entre midi et 14h. Voilà, donc il y a plein d'applications là-dessus. Donc ça, c'est sur les bâtiments. On peut aller jusqu'à des IA qui peuvent générer des formules chimiques, et ça, on le voit beaucoup dans la science. Donc, un humain ou des humains dans des laboratoires n'auront jamais le temps physique de tester autant de combinaisons entre des éléments chimiques pour produire des nouvelles formules pour un médicament ou pour je ne sais pas quel matériau plus durable. L'IA nous donne ces capacités. Maintenant, ça crée plein de débats, plein de questionnements. Je pense qu'on est aux premières heures de l'histoire sur ces questionnements-là si profonds. Mais il ne faut pas nier les apports d'un point de vue technologique si toutefois c'est bien dirigé. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on l'a... En discutant, on ne l'a pas trop traité aujourd'hui parce qu'on était... je pense que, et d'ailleurs, Veolia, on a aussi beaucoup de sujets qui ont des vraies empreintes physiques. C'est-à-dire que l'IA, à mon avis, sera une énorme disruption. Et je rejoins la question qui était posée par Patrick. Je pense qu'on en estime... il y aura du pivot permanent, en fait, et des effets rebonds permanents. Il y aura plein de progrès sur de la performance opérationnelle. Et tous les jours, il y a des fonctionnalités qui se rajoutent, des fonctionnalités de planning, de programmation, de modélisation. Et donc, en fait, c'est vrai que ça va très vite. Et je pense que nous, chez Veolia, on a toute une équipe qui travaille énormément sur plein de use cases de nos métiers historiques pour voir comment ça peut apporter plus de performance opérationnelle, du contrôle de cohérence et capter tous ces derniers pourcentages d'efficacité énergétique, enfin tous ces sujets-là. Donc, on est dans une logique de regarder des use cases avant de dire on en fait des solutions déployées massivement. Après, je pense qu'il faut effectivement qu'on travaille sur ces sujets. Mais nous, on a beaucoup de sujets avec des vraies réalités physiques. Et donc, on aura quand même de la deep tech ou des solutions qui restent, j'allais dire, qui restent dans le dur. Donc, on a quand même des services opérationnels. Mais effectivement, c'est un sujet, à mon avis, qu'il faut qu'on continue de regarder de très très près parce que tous nos métiers seront impactés et notamment la première valeur ajoutée mais aussi risque en termes d'emploi, c'est la question de la performance opérationnelle et en tout cas nous on peut faire beaucoup mieux grâce à l'IA sur pas mal de sujets. Donc prochaine conférence peut-être de l'Institut sur intelligence artificielle et innovation, peut-être. Avant de passer la parole, juste c'est drôle parce que là je reviens des entretiens de Royaumont et hier, grosse discussion parce que c'est le sujet des entretiens de Royaumont de l'année prochaine qui est comment vivre avec l'intelligence artificielle. Et donc j'avais à côté de moi hier à dîner un consultant du BCG et donc c'était ça son propos, c'était on ne sait pas encore exactement comment mais persuadé, il travaille là-dessus, que l'intelligence artificielle, qui va faire très peur, il y a beaucoup de gens qui vont s'en emparer, à la fois pour des bénéfices opérationnels, mais que ça sera surtout utilisé par les gens de l'innovation. Que le lien donc est très fort, parce que les gens de l'innovation comprendront qu'il y a des choses qui vont disparaître, et les mesureront, mais ça ne sera pas leur préoccupation. C'est surtout les innovateurs de tout type, ce qui favorisera des cultures de l'innovation qui sauront vraiment s'en emparer pour imaginer. Voilà, donc c'est totalement lié. C'est plus on a une culture de l'innovation, plus on est capable d'être agile, etc., plus on comprendra qu'il faut regarder ça de très près et l'utiliser. Donc il y a, c'était son hypothèse, un lien très très direct, que je pense que ça serait intéressant pour nous tous de suivre. Exactement. Avec une question de la gouvernance qu'il va falloir établir. Je pense que c'est là où on n'est pas tout à fait prêt. Comment est-ce qu'on monte une gouvernance sur ces sujets-là? On l'a vu d'ailleurs avec les récents événements d'OpenAI. La gouvernance est partie d'un côté et de l'autre. Et ça, je pense que c'est là où, en fait, notre connaissance, notre capacité d'innover sur ces gouvernances-là, on n'y est peut-être pas tout à fait. Innovation dans la gouvernance. D'accord. OK. Oui, je voulais juste rajouter qu'en effet, on n'a pas abordé, parce qu'on était plus axé sur l'aspect environnemental, mais évidemment, la question de l'IA fait partie de toutes les réflexions, de recherche. Notamment, on a un centre interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et particulièrement, je voulais faire le lien, et c'est ce que disait Théodora, on réfléchit beaucoup aussi à la question de l'impact de tout ce qui est nécessaire et l'impact environnemental. Je veux dire, on a fait
des recherches au sein d'une chaire de laquelle je fais partie, qui est la chaire Technology for Change, où on essaye de réfléchir à ces questions, l'IA plus le lien environnemental. Juste pour ajouter ce petit aspect de lien entre les deux sujets. Très bien, vous reviendrez pour cette prochaine conférence qu'on vient d'inventer ici pour parler de ça. D'autres questions? Oui, madame. Bonjour, Emmanuel Aoustin de Seedlings. Merci Dina pour cette généreuse invitation à collaborer, à écrire dans la revue. Merci de votre article, Emmanuel. Et donc, chez Seedlings, on accompagne le facteur humain, donc le fameux facteur humain de la transition écologique. Et donc, ma question, c'est quand on innove au service de la transition écologique, en fait, on innove dans quel objectif ? Est-ce qu'on innove pour réduire les émissions ? Est-ce qu'on innove pour solutionner le changement climatique ? On peut toujours rêver. Ou est-ce qu'on innove pour développer une nouvelle économie ? Peut-être une économie régénérative qui va demander de la radicalité et des renoncements. En fait, ma question, c'est quels sont les nouveaux imaginaires ou l'imaginaire du futur qui guident l'innovation dans vos organisations? Pas mal ça comme question, hein? Merci Emmanuel. Qu'est-ce qui s'y attaque? Quel imaginaire l'innovation guide? C'est une excellente question parce que ça pose la question de la temporalité de solutions et donc des financements qu'on fait. Je dirais que c'est une des difficultés sur la transition énergétique et écologique, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite. D'un point de vue technologique, voilà, on a des solutions, mais qui sont des bouts de solutions sur des bouts de problèmes. Et donc, c'est très difficile d'avoir des réponses parfaites et en plus holistiques. Et donc, je pense qu'il faut accepter de décomposer les problèmes par importance, urgence, et donc de répondre en premier à cela, quitte à se dire on rajoutera des briques, et en étant très attentif sur les effets secondaires, en quelque sorte, de ces technologies-là. Et je pense qu'il y a un secteur où le regard s'y prête particulièrement sur la temporalité, c'est l'aviation. Parce que donc, du coup, la réglementation, c'est 2030, plus d'avions carbonés, en quelque sorte. Et on voit bien que d'un point de vue technologique, on n'y est pas encore. Il y a eu énormément d'investissements sur l'hydrogène. Il y a beaucoup de consortiums, il y a beaucoup de fonds qui se sont montés. Là, typiquement, on voit une association entre des grands groupes qui ont des savoir-faire très spécifiques et des financiers qui sont venus. Néanmoins, on n'a pas des solutions aujourd'hui prêtes à répondre à mettre dans son avion pour faire un Paris-San Francisco en hydrogène. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va décomposer ça en plusieurs piliers. Il y a d'un côté l'avion électrique qui avance, mais on sait pertinemment que c'est que des durées très courtes, des distances très courtes, des durées très, très limitées dans le temps. Mais néanmoins, c'est une solution. Il y a tout ce qui est biofuel. Et là, on sait pertinemment qu'on va venir en conflit avec les ressources alimentaires. Et donc, ce n'est pas une solution viable à très long terme, mais en attendant, c'est ça. Il y a les solutions de captage carbone qui vont nous amener vers le e-fuel, mais qui ne sont pas encore... Là, pour le coup, il y a toute une chaîne à développer. Donc, on sait faire de la captation aujourd'hui. On sait moyennement faire du stockage et le transport. Mais néanmoins, voilà, c'est une autre réponse avec l'e-fuel pour remplacer le fuel existant. Voilà. Donc, il y a plusieurs bouts de questions. Je n'ai malheureusement pas la réponse et je pense que dans le monde, il y a du court terme, moyen terme et du long terme dans tout ce qu'on se projette. Mais néanmoins, c'est la vraie question sur ces technologies-là. Du coup, l'imaginaire, c'est qu'on continue à voler parce qu'on a besoin de transport et qu'on a besoin de bouger, mais qu'on le fait de façon plus propre. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a effectivement deux courants qui sont ceux de... on va vivre d'une façon très minimaliste, de la décroissance en quelque sorte, et il y a une vision que je considère, c'est du jugement de valeur plus optimiste en disant OK, on va faire le nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre de la même façon qu'aujourd'hui, mais on sait pertinemment que voler, ça restera toujours un besoin.
On va peut-être plus voler pour des raisons touristiques ou plus pour un business qu'on peut faire désormais par des solutions digitales, mais on aura toujours besoin de se déplacer par l'air. Et donc, c'est dans ça qu'on travaille. Et maintenant, on travaille à court terme, moyen terme et long terme sur des technologies qui sont très, très différentes. Et même à l'intérieur de ça, sur la technologie de batterie, pour donner que cet exemple-là, on a besoin en tant que financier d'investir dans plusieurs types de technologies, lithium, iode, ainsi de suite, parce qu'on ne sait pas laquelle ça va être la plus fructueuse à long terme. Donc on fait un peu de spread and pray sur ces technologies-là. Alors, la vision qui guide Veolia pour l'innovation? Alors, l'imaginaire, je pense que l'imaginaire qui a été poussé notamment par notre directrice générale, c'est effectivement la désirabilité de la transformation écologique, l'envie d'y aller ensemble et qu'il y ait une acceptation sociale en fait des solutions, pas que technologiques, mais des solutions pour y arriver. Donc après, ça c'est l'imaginaire. Je pense qu'il y a aussi un mindset chez Veolia qui a un imaginaire concret de réalité opérationnelle de ce qu'on peut démontrer sur la transformation écologique. Quand on parle du reuse, c'est sûr que si jamais il n'y a pas de désirabilité, d'acceptation sociale, on aura du mal à pousser ces solutions alors que les technologies existent, alors que ça permet quelque part d'aider des industriels, ça permet de retrouver dans des milieux naturels en fait des situations écologiques qui soient les bonnes. Donc l'idée, c'est vraiment cet imaginaire-là de la désirabilité, qui n'est pas du tout un imaginaire simple à mettre en place, parce on voit bien que c'est des injonctions contradictoires en permanence, en fait, la transformation écologique, qu'il faut arriver à concilier tout ça pour y aller ensemble. Donc il y avait le mot radicalité dans votre question, il y aura des changements de rupture, il y a aujourd'hui plein d'inégalités de fait, et donc comment tout ça coexiste. Donc on sera confronté, je pense, effectivement à des injonctions contradictoires en permanence. Et l'objectif, c'est de garder ce questionnement permanent, d'avoir cette vision des écosystèmes et de l'acceptation sociale. Mais il faudra qu'on ait une vision de désirabilité de la transformation écologique, sinon on aura du mal effectivement à y aller ensemble. Pilar, pour l'X. Alors, la nature de notre organisation fait quand même qu'il y a un rôle très central de la technologie. Mais ceci étant dit, ça n'exclut pas les autres visions ou les autres imaginaires. Et je pense que c'est important de soulever qu'il y a des étudiants qui se positionnent sur... je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à l'idée de régénérativité ou économie régénérative, mais quand même, quelle est la place de la consommation ? Et je pense que c'est ça la richesse aussi dans une organisation, dans une institution d'éducation, c'est qu'il y a de la place pour tous les imaginaires et qu'on n'est pas restreint de réfléchir à qu'est-ce que chaque imaginaire peut porter, quels sont les défis, les inconvénients, les avantages de tous ces imaginaires. Et je pense que justement, c'est ça qui permet de faire avancer vers de faire une transition. C'est que tout le monde puisse être écouté et qu'on puisse dialoguer sur ces différents imaginaires. Merci beaucoup. Question ici, Françoise 5. Oui, merci. Ma question va porter sur les chemins, j'allais dire, opérationnels de l'innovation. J'ai eu l'impression en écoutant qu'on avait finalement au moins 2 boussoles pour déterminer justement les modèles qu'on va mettre en œuvre et comment les mettre en œuvre. Il y a la boussole économique dont on a donné les différentes expositions aux risques, notamment risques climatiques. Il y a aussi la boussole d'impact, et notamment avec l'ambition de décarbonation dont tu as dit que c'était l'un des axes majeurs. Comment est-ce qu'on les concilie ? Selon quelle grandeur on les concilie au moment des décisions d'investissement ou des décisions d'attribution d'appels d'offres? Est-ce que sur ces aspects-là, pour borner finalement le champ de conception dans l'inconnu, à un moment on se heurte au réel, et dans ce réel, comment on concilie les deux? Est-ce qu'il faut donner un prix du carbone? Est-ce qu'il faut renforcer les statuts juridiques de société à mission? Est-ce qu'il y a d'autres options comme la comptabilité écologique? Qu'est-ce que concrètement on va faire chez Veolia comme recommandation et comme méthodo au moment des décisions d'investissement et de mise en œuvre? Donc plutôt pour Veolia, je crois que c'était sur la BP. Oui. Pour Catherine alors. Alors je pense qu'il y a 2 temps, en fait, Françoise. Il y a le temps où on développe des innovations.
où on développe des nouvelles solutions qui n'ont pas forcément encore leur rentabilité, qui n'ont pas encore complètement démontré effectivement ce qu'elles vont pouvoir délivrer. Et là, je pense, alors sans galvauder la performance plurielle, mais on a bien dans la performance plurielle les fondements de ce que doivent être les critères demain, de ce qu'on veut pousser. Et après, en fonction des solutions, on va avoir des critères très précis de l'empreinte carbone, l'empreinte énergétique, donc des critères techniques, mais pas que. Et donc ensuite, en fonction des sujets, on a quand même des sujets qui sont très vastes. En fonction des sujets, on aura des critères qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Mais on cherche bien à concilier nos différents piliers de la performance plurielle pour essayer d'avoir une vision la plus holistique possible. Ensuite, une fois que l'innovation, j'allais dire, a été démontrée, validée, on a cette logique de déploiement dans les appels d'offres, en fait, dont tu parles. Donc là, on est sur des logiques qui sont pas forcément exactement les mêmes, même si le fondement de la performance plurielle reste le même. Et oui, en fait, on doit concilier plein de choses qui ne sont pas toujours conciliables. Donc, on aura des arbitrages à faire en fonction des territoires, en fonction des pays, en fonction des géographies, en fonction du modèle économique d'un projet. Est-ce qu'on a des partenaires ou pas, en gardant quand même nos boussoles qui sont clés. C'est qu'il faut qu'on puisse décarboner, il faut qu'on s'inscrive dans la durée en fonction d'ailleurs de nos contrats. On aura des besoins clients et des territoires à prendre en compte. Donc, on a, je pense, quand même des socles de critères qu'on regarde systématiquement. Et ensuite, on a aussi du cas par cas, parce qu'on est quand même dans un monde qui est... on est dans plus de 45 pays, on a des contextes aussi réglementaires qui sont très spécifiques. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a une liste de 10 critères noirs et blancs qui sont toujours les mêmes qu'on applique, mais on cherche à avoir quand même nos axes forts qui sont toujours regardés systématiquement dans les projets. Et c'est vrai que la décarbonation, c'en est un qui est très important. On a encore 1 minute 26. Et donc, je vois Vincent qui a une question qui sera peut-être la dernière question, car je vois que midi sonne sur l'estomac. Et toute la salle de derrière est partie. Donc, on va prendre cette question. Merci à vous. Et puis, vous remercier. Rapidement, alors Grégoire Decamp, Veolia. Question pour Théodora. Toujours sur les critères, ça rejoint un peu la question de Françoise, mais plus spécifiquement sur vos financements, comment vous arrivez à distinguer des solutions qui ont été mentionnées sur la nature, fondées sur la nature, qui sont effectivement pas toujours les plus rentables, pas les plus performantes, qui consomment plus d'espace, bref, qui ne sont pas les plus sexy à court terme, mais qui sont souvent les plus résilientes. On le voit dans notre portefeuille, on a souvent ce choix entre des innovations grises, entre guillemets, et plutôt fondées sur la nature. Comment vous, à la BPI, vous faites pour effectivement être certain que ces solutions prennent une part non négligeable de votre mix, parce que vous avez mentionné plusieurs fois la rentabilité, qui était très importante. Comment vous faites, voilà. Est-ce que vous vous basez sur la CSRD, sur la taxonomie, sur d'autres choses? Est-ce que vous avez des outils internes chez vous? Alors, premier point, c'est que tout ça est assez nouveau finalement pour le financier que nous sommes et pour la place financière en soi. Évidemment, tout ce qui est réglementation, la CSRD sont des critères qu'on regarde en priorité. Et après, ça va se jouer plus sur la définition de l'innovation. On disait ce matin à quel point elle était protéiforme et c'est là où sur cette partie-là particulièrement, donc on va être plutôt opérateur de France 2030. Et donc, les critères nous seront déjà donnés en tant qu'opérateur. Donc, j'ai envie de dire, pour BPI France, ça se joue déjà en amont sur l'établissement des critères. Et donc, c'est jamais un organisme tout seul qui décide. D'où le fait que c'est décidé entre l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, BPI évidemment envoie ses experts là-dessus. Et puis il y a des sachants comme des chercheurs ou des gens qui sont opérateurs sur d'autres pans qui vont établir une grille de critères. Et donc par exemple sur les derniers appels d'offres sur l'eau ou sur les XMR, SMR, voilà, la chimie verte, toutes ces solutions-là, tout ça, les critères sont déjà publics avec l'attribution de points et tout ça est rendu public sur le site de France 2030. Après, donc, une fois qu'on laisse ce pan-là, évidemment, nous aussi, on doit se muscler sur les nature-based solutions qui sont finalement une réalité assez jeune sur l'écosystème français. Et donc, j'ai parlé ce matin de Carbon Works qui permet à travers des microalgues de capter
le CO2 et le transformer par la suite en matière alternative au plastique. Là aussi, pour nous, financier, c'est très rassurant si ces solutions-là sont des solutions de deep tech issues des laboratoires. Et donc, en amont, on a la partie scientifique qui est en quelque sorte prévalidée. Donc, ce n'est pas le financier qui va avoir un droit, en quelque sorte, qui va faire une analyse de A à Z. Évidemment, on fait une analyse avec des experts qui sont mobilisés, soit sur les due diligence, si on est en investissement, soit sur des dossiers de financement. Donc là, pour le coup, on a des experts qui ne sont pas internes BPI France, mais de l'écosystème. Et très souvent, ces solutions sont déjà labellisées quand elles arrivent en financement. Écoutez, merci beaucoup à vous d'être venus, merci beaucoup à nos intervenantes qu'on peut réapplaudir. Merci pour ce panorama large sur l'innovation et merci aussi à tous ceux qui prendront et liront et nous feront éventuellement un retour sur le dernier numéro qui vient de sortir aujourd'hui sur l'innovation que vous trouverez peut-être encore en haut. Je sais, oui, toujours en haut, et en tous les cas sur notre site. Et vraiment, n'hésitez pas, il y a des articles très intéressants de la part de personnes qui sont ici aujourd'hui et d'autres. Et puis, tous les retours sont bienvenus, et également sur les sujets prochains que vous voudriez nous voir aborder. Merci beaucoup, merci encore à vous, et bonne journée.